Bienvenue, amis téléspectateurs de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. C'est un honneur de me tenir à la présentation de cette émission Écho du Palais. Vous le savez, c'est une émission consacrée essentiellement aux questions des droits de l'homme et de la justice. Mesdames et messieurs, bonjour encore. À vous tous qui nous suivez à travers la République et partout ailleurs. Amis téléspectateurs de Congo 26 Télévision, c'est le mois dédié à la femme. Et pour cette émission, nous allons jeter un coup d'œil aux droits sexuels et reproductifs des femmes. Nous allons parler du protocole de Maputo. Nous allons parler du bien fondé de ce protocole, en quoi est-ce qu'il est bénéfique pour la femme congolaise, la femme africaine, et quelles sont les dispositions qui peuvent être modifiées dans la loi nationale pour pouvoir, pour que ce dernier puisse contribuer à la promotion des droits des femmes congolaises, puisqu'il s'agit de la RDC. Et pour ce faire, sur ce plateau, je reçois Monsieur Jean-Claude Ngandou. Jean-Claude Ngandou est procureur général, mais présentement mis à la disposition du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi il est membre du REMAP. Bonjour Monsieur Ngandou. Bonjour Maman Chantal. Est-ce que je vous ai bien présenté ou bien vous voulez ajouter quelque chose? Oui, vous avez bien présenté et il fallait néanmoins ajouter le fait que avant d'être mis à la disposition du Conseil supérieur de la magistrature, j'ai été procureur général dans la province de Bazouélé à Bouta pendant 4 ans, donc de 2020 à 2023-24, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Voilà. Alors, nous parlons du REMAP. Vous êtes membre du REMAP. C'est quoi le REMAP? Oui, merci Madame Chantal de la question. Au fait, le REMAP, c'est un réseau composé principalement de magistrats civils et militaires. Donc, un réseau pour l'application du protocole de Maputo. Juste un protocole qui consacre plus les droits de la femme. Voilà un peu ce que je peux dire au niveau de REMAP. Donc, c'est un réseau composé essentiellement de magistrats civils et militaires. Donc, les magistrats congolais ont pris la chose, ont pris la cause de la femme à cœur. Donc, ça doit être très important. C'est très important pour l'avenir de nos mamans, des femmes en général, parce que les droits reproductifs et sexuels de la femme, de temps en temps, sont bafoués en Afrique, dans notre continent. Alors c'est pour cela que le REMAP, notre réseau, a pris à bras le corps ce problème de femmes, des droits sexuels et reproductifs de la femme. Voilà un peu l'objectif de notre réseau REMAP 14. C'est bien cela, ce que je peux comprendre, c'est la lutte que vous menez depuis plus d'une année. Vous êtes visible dans les médias, dans les ateliers, dans des formations ça et là. On voit vraiment votre engagement dans tout ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. Mais qu'est-ce qui a pu bien motiver cet engagement des magistrats, cet engagement des hommes en toge? Qu'est-ce qui a pu bien vous motiver? Pourquoi vous vous êtes engagé dans cette cause? Oui, c'est comme je disais tout à l'heure à Madame Chantal, que dans la plupart des cas, les droits sexuels et reproductifs de la femme étaient dans la plupart des cas bafoués. Alors il fallait redynamiser un peu cela à partir de dispositions prévues par les codes, plutôt le protocole de Maputo, qui parle essentiellement des droits de la femme, surtout à l'article 14. Bon, tous les autres articles, bien sûr, parlent des droits de la femme, mais principalement l'article 14 qui parle des droits reproductifs et sexuels de la femme. Alors, pour dire que le REMAP, notre réseau, avec l'appui de notre partenaire financier, MSAI, développe depuis l'année passée un programme de plaidoyer en faveur de la révision des dispositions de certaines lois en vigueur qui ne sont pas en harmonie avec l'article 14 du protocole de Maputo qui consacre les droits sexuels et reproductifs de la femme. Pour dire qu'en droit interne congolais, il va falloir uniformiser, c'est-à-dire que
essayer de modifier les lois internes par rapport aux prescrits du protocole de Maputo. Alors, il est important de rappeler, n'est-ce pas, qu'après avoir ratifié le protocole de Maputo, les États africains, y compris notre pays, la RDC, ont des obligations qu'ils doivent accomplir chacun dans chaque pays. Et ces obligations-là sont prévues principalement à l'article 14 du protocole de Maputo dans tous les pays africains, en fait ceux-là qui ont adhéré à ce protocole, en vue de parfaire sa domestication en droit interne. Et il s'agit donc de prendre des mesures politiques et législatives pour faciliter l'application effective des dispositions de ce protocole portant sur la protection des droits de la femme et en particulier des droits sexuels et reproductifs de la femme. Mais depuis la publication du protocole de Maputo, journal officiel, en mars 2018, le président de la République a promulgué, n'est-ce pas, une seule loi, à savoir la loi sur la santé publique. Tandis que le ministre de la Santé publique a publié les normes et directives. Au fait, nous appelons en d'autres termes les mesures d'application de cette loi-là sur la santé publique qui constitue les directives destinées aux médecins, aux infirmiers, aux sages-femmes pour réaliser les avortements sécurisés et les méthodes contraceptives aux femmes éligibles aux conditions déterminées par l'article 14.2c du protocole de Maputo. Donc l'article 14.2c du protocole de Maputo prévoit un certain nombre de conditions pour que les femmes soient éligibles aux avortements sécurisés. Il y a des conditions de fond, il y a des conditions de forme. Alors, si nous parlons de conditions de forme, il faudrait, n'est-ce pas, que la femme puisse être, comment dirais-je, être soignée ou puisse connaître l'avortement dans un établissement officiellement reconnu par la division provinciale de santé de la province. Et puis, il faudrait, n'est-ce pas, que ceux qui pratiquent l'avortement là soient formés aux nouvelles méthodes, n'est-ce pas, en ce qui concerne les soins de santé des femmes. Ce n'est pas tout le monde qui se réveille le matin et il dit non, je dois pratiquer un avortement sécurisé sur une femme. Et pourtant, il n'a pas suivi ces cours-là, cette formation-là, des soins appropriés aux femmes. Il y a une formation particulière qu'il faudra suivre par les médecins. Au fait, les professionnels de santé doivent suivre cette formation-là pour pouvoir pratiquer l'avortement sécurisé. Ça, c'est en ce qui concerne les conditions des formes. Nous disons qu'elles sont cumulatives, elles ne sont pas alternatives. Donc, toutes ces conditions-là doivent être réunies. À côté des conditions de forme, il y a des conditions de fond. Quelles sont les conditions de fond? Bon, je peux énumérer quelques conditions de fond. Il y a notamment le fait, le viol, c'est-à-dire que la femme ou la fille a été violée et puis elle se retrouve avec une grossesse. Est-ce qu'elle peut enfanter? Est-ce qu'elle peut donner naissance? N'est-ce pas? Ça dépendra de la femme. Une autre condition de fond, c'est le fait de l'inceste. C'est-à-dire qu'au niveau dans nos familles, dans la communauté, il y a des filles et des femmes qui sont rendues grosses par les membres des familles. Alors, dans ce cas-là, il y a le fait, ce que nous appelons, ce fait-là, l'inceste. Est-ce que la femme va supporter la grossesse? Est-ce qu'elle va accepter que cet enfant-là naisse? Surtout lorsque, par exemple, la fille ou la femme est engrossée, n'est-ce pas, rendue grosse par membre proche de la famille. Comment on va appeler cet enfant-là? Si son grand frère, par exemple, qui l'a engrossé, cet enfant-là portera le nom. Donc, pratiquement, vous comprendrez que, au fait, c'est comme si on jetait de l'opprobre sur la famille, sur la communauté. Alors, ça dépendra de la fille. Si elle veut accoucher, il n'y a pas de problème. Accoucher de cet enfant-là, pas de problème. Mais si elle voudrait, n'est-ce pas, que puisse avorter, comme nous avons dit là, aux conditions de forme, à ce moment-là, elle sera éligible pour le faire. Donc, ce sont les professionnels de santé qui doivent pratiquer cet avortement-là. Autre condition de fond, il y a aussi le fait que depuis que la femme est tombée enceinte, effectivement, elle ne fait que tombe toujours malade. Elle est malade. La santé
se détériore et n'est plus à l'aise et tout ça, à ce moment-là, soit c'est le fœtus qui cause des problèmes, ou même la femme elle-même est devenue malade depuis qu'elle est enceinte. C'est là les quelques conditions des fonds. Alors ces conditions-là, des fonds ne sont pas cumulatives, ces conditions-là sont alternatives. C'est-à-dire que soit c'est l'une, soit c'est l'autre par rapport aux conditions des formes qui sont cumulatives. C'est-à-dire que toutes les conditions doivent être réunies pour pratiquer l'avortement sécurisé. Vous avez, s'il vous plaît, monsieur le procureur, oui. Vous avez évoqué la loi sur la santé qui a été promulguée par le chef de l'État, ainsi que les normes et directives qui ont été prises par le ministre de la Santé. Et donc, dans toutes ces dispositions légales, le protocole de Maputo, les dispositions du protocole de Maputo n'étaient pas intégrées. Bon, jusqu'au fait, la loi sur la santé publique a été publiée, mais on a constaté, n'est-ce pas, que les dispositions du protocole de Maputo n'étaient pas intégrées dans cette loi sur la santé publique. Donc c'est pour cela qu'il faudrait qu'on ajoute les dispositions du protocole de Maputo. C'est-à-dire que la loi sur la santé publique devra se conformer aux prescrits ou aux dispositions du protocole de Maputo pour être en harmonie. Voilà. Et pourquoi et comment beaucoup de lois ne sont pas encore modifiées jusqu'à ce jour? C'est vrai, nous allons revenir sur les conditions des fonds et des formes. Hein. Oui. On a parlé du viol, on a parlé de l'inceste, on a parlé de la santé de la mère ou de l'enfant qui mettrait en mal l'une comme l'autre, oui. qui sont des conditions de fond pour une femme de pouvoir solliciter un avortement sécurisé. Nous allons revenir sur ça. Mais bien avant cela, je voudrais savoir pourquoi et comment beaucoup de lois ne sont pas encore modifiées jusqu'à ce jour. Est-ce qu'on peut se dire que par moment, nous allons à la va-vite dans la prise de certaines lois ou dans la ratification de certains instruments juridiques? Merci, Madame Chantal. En fait, il faut savoir que notre pays, la RDC, est du système moniste. C'est-à-dire que dès qu'un instrument international, un instrument juridique bien sûr, international, est ratifié par la RDC, notre pays bien sûr, comme le cas du protocole de Maputo, il doit s'appliquer immédiatement en droit interne dans notre pays, sans exiger le vote d'une loi de son application. Donc, sans exiger le vote d'une loi de son application. Oui, oui. Donc, ipso facto, dès que l'on ratifie sur le plan international, directement, cette disposition devient supérieure à nos lois nationales. Effectivement, donc les traités internationaux dûment ratifiés par notre pays, n'est-ce pas, sont supérieurs aux lois internes, même à la Constitution. Donc c'est ça, c'est pour cela qu'on dit que notre pays est du système moniste. Donc ça doit s'appliquer immédiatement en droit interne, sans exiger le vote d'une loi de son application. Et juste après la ratification de cet instrument juridique international, les gouvernements et les parlements doivent urgemment prendre, n'est-ce pas, des mesures politiques et législatives afin de faciliter son intégration en droit interne par la révision des lois qui ne se conforment pas à ces prescrits. Oui, alors, d'ailleurs, nous arriverons, lorsque vous prenez le code pénal congolais, livre 2 sur les avortements, au fait, vous verrez que les articles 165 à 166 parlent de l'avortement. Donc, et punissent sévèrement cet acte-là. Sévèrement. Oui, sévèrement, parce qu'on parle de plus ou moins, bon, je n'ai pas le texte ici, c'est pas moins de 5 ans. Et là même, que ce soit le professionnel de santé, que ce soit même la femme qui sollicite le service, tous deux étaient passibles de sanctions. Mais parce qu'il y a l'avortement sur soi-même ou l'avortement par autrui. C'est ça. Alors tous les deux doivent être punis, et celui qui fait avorter et celui qui se fait avorter. C'est là tout le sens de votre démarche. Exactement. Puisque le code pénal doit tenir compte des nouvelles dispositions du protocole de Maputo auquel la République a ratifié. Exactement, parce qu'on devrait modifier. Alors, par rapport au protocole de Maputo, c'est-à-dire qu'il y a ce que nous appelons la dépénalisation de l'avortement.
Contrairement à ce que l'opinion publique dit que non, le protocole de Maputo est en train de permettre l'avortement. Vient d'autoriser, ouvrir libre champ. Non, ce n'est pas ça. Et on vous pointe du doigt parce qu'on voit les magistrats censés protéger, censés sécuriser ou veiller au respect de loi. Mais on vous voit en avant-plan pour pouvoir défendre ce combat. C'est une mauvaise interprétation des choses. Les magistrats lui-même ne peuvent pas permettre à une femme d'avorter, loin de là. Au contraire, le magistrat est là pour appliquer la loi. Alors cette loi-là, il y a un traité international que notre pays a ratifié. Nous sommes entrés d'abord, nous avons commencé par sensibiliser ou vulgariser. Le protocole de Maputo. Parmi les magistrats d'ailleurs, d'abord les praticiens même du droit. Même les avocats, les défenseurs judiciaires étaient associés, doivent être sensibilisés, qu'on vulgarise le protocole de Maputo pour qu'ils comprennent que c'est quoi. Parce que jusqu'à présent, dans beaucoup de coins, je vous dirais, oui, dans beaucoup de coins, on ignore. Là où nous avons circulé, quand on leur parle du protocole de Maputo, ils nous disent, mais chef, le protocole de Maputo, c'est quoi? Qu'est-ce que la capitale de Mozambique vient faire ici? Donc il fallait éclairer un peu, leur donner des lumières, leur dire non, c'est un traité international que notre pays a dûment ratifié pour que ça devienne des lois dans notre pays et ça doit être immédiatement appliqué. On doit appliquer ça. Alors, monsieur le procureur, quelles peuvent être les conséquences? Quelles peuvent être les conséquences de la non-révision justement de ces lois par les parlementaires? Oui, effectivement. Merci, Madame Chantal. C'est qu'il y a deux conséquences. La première est que la RDC, notre pays, n'a pas encore achevé le processus de domestication effective de ce protocole en droit interne. C'est-à-dire domestiquer, on doit procéder à la modification des textes internes. Par tel rapport que le code pénal. Oui, dans le code pénal et beaucoup de textes pour des lois là-bas. Donc, la révision des lois s'impose pour que ça soit en harmonie avec l'article 14 du protocole de Maputo. C'est quoi aussi le grand risque que courent les professionnels de santé et les femmes? C'est l'insécurité juridique dans laquelle ces professionnels de santé et les femmes se trouvent au risque d'être arrêtés et condamnés par les magistrats, qui peuvent appliquer les articles 165-166 du code pénal qui maintiennent et répriment sévèrement l'infraction de l'avortement. C'est pour dire que lorsque les magistrats ne sont pas au courant de ce protocole de Maputo, précisément l'article 14.2c, qui parle, n'est-ce pas, de la dépénalisation de l'avortement. Donc, ces collègues-là peuvent, les juges, évidemment, ils peuvent condamner la femme ou les professionnels de santé pour avortement, alors que c'est déjà dépénalisé. Bon, lorsqu'il s'agit des avortements criminels, oui, ça, il faut le dire. Il faut quand même le dire parce qu'il existe des avortements sécurisés, mais il existe aussi des avortements criminels. Voilà. Et ça, l'organe de la loi y veille. Oui, c'est ça. Donc, il faudrait que, n'est-ce pas, que les OPJ, les magistrats, les autres, le praticien du droit soient au courant de ce protocole-là pour faire le distinguo entre les avortements sécurisés et les avortements non sécurisés ou bien criminels. Puisque je suis en face de moi, j'ai en face de moi l'organe de la loi. C'est facile de faire cette différence entre l'avortement criminel et l'avortement sécurisé. Quels sont les éléments qui entrent en jeu, selon vous, bien sûr, pour arriver à cette conclusion-là et se dire, ici, on ne poursuit pas telle ou telle personne, puisqu'il s'est agi d'un avortement sécurisé et non d'un avortement criminel. Effectivement, pour ce qui est de l'avortement sécurisé, nous avons dit que c'est un avortement, n'est-ce pas, qui doit respecter les conditions de fond et de forme au regard du protocole de Maputo. Article 14.2c. Donc c'est important ce côté-là. L'article 14.2.c du protocole de Maputo. Parce que cet article-là dépénalise l'avortement. Alors, lorsque le contraire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas respecté, n'est-ce pas, les conditions dont nous avons parlé. C'est-à-dire que quelqu'un, là, un guidant, même médecin soit-il, un infirmier soit-il, un sage-femme, il prend la femme qui, parce qu'on lui a donné un peu d'argent, et l'amène dans un milieu, dans un coin noir, là, dans une maison où, disons, les instruments, par exemple, ne sont même pas stérilisés, ça l'air libre, et puis il commence à pratiquer l'avortement sur la femme. C'est ça l'avortement criminel ou bien clandestin. Parce que ce n'est pas porté, n'est-ce pas, à la connaissance
des gens formés. Et généralement, monsieur le procureur, généralement, ce genre d'avortement non sécurisé constitue ou contribue largement au taux de mortalité maternelle. Exactement, c'est cela. Parce que le problème, c'est quoi? L'objectif poursuivi, c'est de sauver une vie. C'est pour sauver ces femmes-là. C'est-à-dire que lorsqu'elles se retrouvent dans ces conditions-là, pour pouvoir avorter, quand elles doivent se présenter dans une structure officielle, n'est-ce pas, à ce moment-là, on doit lui pratiquer cet avortement, souvent les conditions bien déterminées par la formation que les professionnels de santé ont suivi. Mais si tel n'est pas le cas, on amène la femme dans un milieu naturel comme ça, là, à l'air libre, voyez toutes les conséquences qui peuvent s'en suivre. Donc, le fait, c'est qu'on amène la femme dans des conditions où elle est déjà pratiquement mourante. Non, elle a avorté, bon, avec beaucoup de risques de pouvoir, elle peut mourir. Parce que le médecin, il peut ne pas sauver la femme. Ça peut arriver lorsque pratiquement on pratique l'avortement non sécurisé, c'est-à-dire l'avortement criminel ou clandestin. Nous appelons ça avortement clandestin, parce que ça se passe dans le noir. Personne n'est au courant. Alors, mais est-ce que vous savez que le chiffre noir est quand même important? Très important même, très important, très important. Les milieux scolaires et peu partout là, lorsque vous essayez de circuler, je vous dis, même au niveau des églises, c'est vraiment important. Même au niveau des églises? Même au niveau des églises. Et on essaye de taire au nom de la chrétienté, où il faut sauver l'honneur de tel ou tel autre, en lieu et place de solliciter les services, parce que ils sont autorisés au travers de cet instrument juridique international. On préfère aller chez les charlatans avec tous les risques possibles. Beaucoup de risques. Donc, comme pour dire que cet instrument juridique international, ça protège et la femme et les professionnels de santé et même la communauté tout entière. Mais bien sûr, tout le monde se retrouve. Parce qu'il y a ce que nous appelons la sécurité juridique. Que ce soit pour les professionnels de santé qui ne seront pas arrêtés parce qu'ils auront pratiqué un avortement sécurisé aux conditions prévues par les codes, par les protocoles de Maputo. La femme, la même chose, parce qu'elle sera sauvée, parce qu'elle sera bien traitée. Il sera bien traité. Voilà. Bon, puisque vous n'êtes pas professionnel de santé, vous êtes organe de la loi. Et bon, là, il faut peut-être poser la question à un professionnel de santé. C'est à lui de nous dire aujourd'hui, est-ce que les cliniques spécialisées en question ont tout ce qu'il faut pour pouvoir accorder les services à toutes ces femmes qui sollicitent un avortement sécurisé. Et je voudrais aussi savoir, dans le cadre du REMAP, je ne sais pas, on a vu une démarche que vous avez entreprise avec d'autres associations qui mènent la même lutte. Vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, merci Madame Chantal, la question. En fait, nous travaillons en synergie avec d'autres associations, dont la FEGECO, l'Association des femmes juristes du Congo, et aussi la coalition nationale contre les grossesses désirées. Ça existe. Alors, on travaille en synergie pour pouvoir mener des plaidoyers pour que les décideurs politiques puissent nous aider à ce que ces lois-là soient modifiées. Alors, comme je venais de le dire, notre synergie a décidé de ne pas mener les plaidoyers pour obtenir la révision de toutes les lois à la fois. Donc, nous y allons par palier en quelque sorte. C'est seulement la loi sur la santé publique qu'on a priorisée. Nous avons commencé d'abord par nous réunir afin d'adopter, n'est-ce pas, un ensemble, d'adopter ensemble avec quelques députés nationaux un argumentaire de plaidoyer de révision de 7 articles de cette loi sur la santé publique. La deuxième étape a consisté dernièrement, n'est-ce pas, à accompagner un député qui a accepté de porter, dans le langage parlementaire, on dit, qui a endossé, voilà, ce projet. Olivier Kabeya. Ouais, c'est ça, c'est celui-là, le député, qui a accepté, n'est-ce pas, d'endosser ce projet-là à l'Assemblée nationale en date du 26 mars 2026. Ce député national va présenter et défendre ce projet qui va suivre son parcours jusqu'à son adoption et sa promulgation par le chef de l'État. Donc c'est un processus parlementaire, n'est-ce pas, pour arriver, n'est-ce pas, à ce que le chef de l'État puisse promulguer
cette loi-là. C'est le souhait de tout le monde, de nous tous, parce que dans cette loi-là sur la santé publique, surtout lorsque on parle... Donc, aux côtés de celle de 2018, oui. Vous vous attendez à ce qu'il y ait intégration des dispositions du protocole de Maputo pour que le chef de l'État ou le Parlement arrive à modifier certains articles, les intégrer, la domestication de la loi sur la santé publique, oui. en intégrant les dispositions du protocole de Maputo. Oui. Exactement. C'est cela donc la mission, c'est cela donc l'objectif. C'est ça l'objectif de notre lutte, des plaidoyers, pour que les parlementaires puissent les faire adopter une nouvelle loi modifiant, n'est-ce pas, la loi sur la santé publique, pour pouvoir s'adapter au protocole de Maputo. Revenons, parce que je pense qu'il faudrait que les téléspectateurs qui nous suivent puissent comprendre le bien fondé du protocole de Maputo, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, qui a été pris en Mozambique, à Maputo, la capitale. Et je voudrais qu'on puisse éclaircir, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de cette question pensant comme si les membres de la société civile qui se sont levés pour cette question, parce qu'il n'y a pas que les magistrats, il y a les avocats, il y a les journalistes, il y a les activistes des droits de l'homme qui se sont engagés dans cette cause pour essayer de parler des questions des femmes, des questions des droits des femmes, le droit pour la femme de disposer de son corps, hein, et donc par rapport à ce droit sexuel et reproductif, le droit à la reproduction, la femme a le droit de pouvoir disposer de son corps. C'est-à-dire, par exemple, de se choisir le nombre d'enfants qu'il veut, c'est-à-dire de choisir du moment duquel il voudrait avoir l'enfant, ou lorsque la femme est... La santé ne lui permet pas. Donc, je voudrais vraiment qu'on puisse intervenir sur l'article 14, point 2, point C, qui parle des conditions de fond. La plupart de ces personnes qui tombent sur l'information à chaud pensent que ceux qui sont engagés dans cette cause sont là pour ouvrir un boulevard aux avortements. Et certaines femmes qui comprennent mal les choses pensent que c'est fini pour nous, on peut se permettre les avortements comme il se doit. Donc je voudrais un peu que vous puissiez insister sur la démarche du protocole, sur le pourquoi de cet instrument juridique qui met l'accent sur le viol, l'inceste, et lorsque la santé de la mère ou de l'enfant met en mal la santé de la mère ou de l'enfant. Je voudrais un peu que vous puissiez clarifier l'opinion pour qu'elle ne puisse pas rester avec une idée. Non, j'avais suivi un magistrat à la télé, il a dit que je peux aller me faire avorter comme je veux. Non, il faudrait que cela soit bien encadré, parce que nous avons aussi cet art-là de ne pas bien suivre les choses comme il se doit, avoir des informations à la source. Je voudrais que vous puissiez fixer l'opinion par rapport à ce que dit cette disposition. Tout à fait, Madame Chantal. Nous avons dit que l'avortement sécurisé, dont parle l'article 14.2c du protocole de Maputo, ne peut pas être fait à la légère, non. C'est-à-dire que ça répond aux conditions de fond et de forme. Ce n'est pas une femme qui se réveille le matin comme ça, là, elle est grosse et dit non, je dois avorter. Ça, ce n'est pas ça. Ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire que les professionnels de santé ne sont pas là pour pouvoir accepter n'importe quoi. Non, non. Nous avons des garde-fous. Quant à ceux, même la loi sur la santé publique prévoit aussi des garde-fous. Ce n'est pas que toute femme qui doit se présenter devant un médecin professionnel de santé doit obtenir l'avortement. Non, non. Nous avons les conditions de fond et nous avons les conditions de forme. En ce qui concerne les conditions de fond, nous avons dit que ces conditions-là étaient alternatives, les conditions de fond. Soit c'est l'une, soit c'est l'autre. Soit la femme a eu la grossesse suite à un viol ou à une agression sexuelle. À ce moment-là, il ne connaît même pas l'auteur de cette grossesse-là et me dit, mais je vais accoucher de cet enfant.
Mais qui en sera le géniteur? Il va se poser beaucoup de questions. Alors, elle peut, n'est-ce pas, solliciter un avortement sécurisé. Évidemment, il y a une période en dehors laquelle plutôt on doit pratiquer l'avortement. Au-delà de cette période-là, on ne sait plus pratiquer l'avortement bien que c'est sécurisé. Donc le fœtus doit avoir plus ou moins, je dis bien, encore faudra-t-il, moi je ne suis pas un professionnel de santé, mais d'après les médecins, parce que dans notre raison, nous faisons des fois appel aux médecins pour pouvoir renforcer les capacités des magistrats, des praticiens du droit. Donc c'est jusqu'à la 13e semaine de grossesse, on peut pratiquer l'avortement sécurisé. Au-delà de cette période-là, ça devient difficile parce qu'il peut y avoir des complications. Ça, c'est d'après les spécialistes, les médecins. Alors, une des conditions des fonds, c'est aussi l'inceste. Nous avons dit que dans la communauté, et ces deux cas sont légion, soit la femme ou la fille est rendue grosse par un membre de famille, pas son grand frère, des fois, même pas son propre papa. Propre père. Voilà, pas son propre papa. Alors dans ce cas-là, comprenez que c'est la honte pour la famille que de voir cette fille, cette femme rendue grosse par son propre papa. Parce que c'est les cas qui arrivent. Alors, dans ce cas-là, la femme qui est grosse, dans ce cas, dans ces circonstances-là, peut solliciter l'avortement sécurisé pour dire non, effectivement, je suis grosse de mon père, papa, de mon grand frère, de mon cousin, des choses comme ça. Ça arrive fréquemment dans la communauté. À ce moment-là, on peut, s'il s'agit d'une fille, d'une mineure, il doit être accompagné d'un tuteur. Alors, s'il s'agit d'une femme adulte, là, pratiquement, il n'y a pas de problème. Lorsque c'est une femme mariée, évidemment, il doit être accompagné de son mari. Alors, ce côté-là, il faut dire, parce que des gens nous posent toujours beaucoup de conditions. Non, les médecins, ils peuvent toujours inventer pour dire que, voilà, il s'agit de... pour sauver des femmes qui peut-être ont attrapé des grossesses comme ci, comme cela par accident. Alors, pour ne pas être punis par leur mari, préfèrent avorter, des choses comme ça. Oui, mais le médecin qui doit pratiquer cet avortement-là, devant lui, il y a aussi des garde-fous. Il doit se protéger aussi. Il doit aussi se protéger parce que s'il ne fait pas, s'il les fait sans pour autant observer les conditions du protocole de Maputo, à ce moment-là, n'est-ce pas, il va s'exposer, ce qui n'est pas bien pour lui. Donc, les conditions des fonds, elles sont alternatives. Soit c'est l'une, soit c'est l'autre. Alors, pour ce qui est des conditions des fonds, pratiquement pour dire que l'avortement ne peut être pratiqué, l'avortement sécurisé là, ne peut être pratiqué que par les professionnels de santé formés aux techniques des méthodes de soins des femmes. Parce qu'il y a une formation catastrophique. Et la personne qui suit cette formation-là doit démontrer, n'est-ce pas, son certificat de participation à cette formation-là. Pour dire effectivement que son personnel de santé a suivi de la formation et pratiquement et peut, n'est-ce pas, pratiquer l'avortement sécurisé. Alors, l'autre condition des fonds, nous avons dit qu'il fallait que cette structure-là, dans laquelle on va pratiquer l'avortement sécurisé, doit être reconnue officiellement par la division professionnelle de santé. Ce n'est pas n'importe quel hôpital dit non, voilà, ici j'ai des matériels, pas neuf, des choses comme ça, des derniers cris qu'on a l'habitude de les dire, et on peut pratiquer l'avortement sécurisé. Non, non. Tonton à quartier, voilà. Azalaka infirmier, dada. Dada, non, non, c'est ce qui n'est pas bien. Alors, il faudrait respecter cette condition-là, c'est-à-dire que ça doit être reconnu par la division professionnelle de santé, et puis les professionnels doivent être formés. Doivent être formés, ils ont suivi la formation, à ce moment-là, ils peuvent pratiquer l'avortement sécurisé. Donc, le protocole de Maputo ne permet pas l'avortement comme tel, comme les gens le disent. Non, non. Au contraire, le protocole de Maputo vient pour sauver les femmes en détresse des avortements, qui veulent avorter, mais aux conditions dont nous avons parlé. C'est pour les sécuriser, pour que le taux de mortalité maternelle puisse diminuer. Voilà un peu le but de notre travail que nous faisons ici de plaidoyer. J'ai réalisé un reportage sur une fille de 14 ans vers Nsélé, il y a quelques années. Et cette fille, c'est son petit ami qui l'a amenée dans un dispensaire du coin. Et
on lui a donné du n'importe quoi et quelques jours, la fille a commencé à saigner. Voilà. Et c'est sur le lit, quand on lui faisait le traitement, que la fille avouerait à sa maman que non, j'étais partie avec mon petit ami, voilà, on m'a donné tel médicament. Et sur le lit, là-bas, dans un centre qui était structuré, la fille était déjà vraiment mourante. Voilà. C'est là qu'elle a dit la vérité à sa maman pour dire, c'est tonton tel qui m'a amené chez tel monsieur et on m'a piqué ça. Et c'est juste après que la fille a donc rendu l'âme. Voilà. Et il y a des cas, les gens comme ça. Il y en a beaucoup. Où les femmes qui meurent en silence, justement, pendant que le gouvernement de la République a déjà trouvé une solution par rapport à ça pour les sécuriser. Aujourd'hui, nous avons des intrusions des malfrats dans nos maisons. Vous avez des koulounas qui viennent, qui vous surprennent et qui vous violent. Et qui est cette personne qui voudrait bien garder une grossesse d'un koulouna, par exemple? Une grossesse d'un assassin, d'un meurtrier qui s'est introduit par effraction dans la maison. Et garder l'image, garder le bébé, et garder l'image, garder le bébé et l'image d'un criminel. C'est bien bon, vous pouvez bien garder. Vous pouvez, en fait, le protocole n'oblige pas. Non. Le protocole n'oblige pas. C'est ça. Mais seulement vous donne la possibilité d'être dans vos droits, de les exercer comme il se doit, sans que vous ayez l'épée de Damoclès sur votre tête. Exactement. Et donc, monsieur Jean-Claude, nous sommes arrivés à la fin, oui. Puisque maintenant, le plaidoyer que vous faites est tourné vers les parlementaires. Qu'attendez-vous exactement, concrètement, des parlementaires qui ont été saisis par votre structure et vos autres partenaires? Merci, madame. Au fait, le travail de plaidoyer que nous faisons auprès des parlementaires, c'est qu'ils puissent intégrer les dispositions du protocole de Maputo dans les lois lacunaires. Nous appelons les lois lacunaires. Pourquoi? Parce qu'elles ne comportent pas ces dispositions-là du protocole de Maputo. Alors, nous, praticiens du droit, magistrats particulièrement, lorsque nous appliquons la loi, nous nous retrouvons devant un vide à quelque sorte, surtout pour ceux-là qui ne sont pas au courant de l'existence du protocole de Maputo. Et très dernièrement, je ne sais pas dans quel ressort comme ça, là, il y a eu une femme, plutôt un médecin, qui avait pratiqué un avortement sécurisé. Alors, comme le magistrat n'était pas au courant de cette disposition des protocoles de Maputo, il a arrêté le professionnel de santé et le médecin, et puis il a déféré devant le juge. C'était terrible. Pourquoi? Parce qu'il a fait un tollé dans la ville. Je pense qu'il doit être à Kinshasa, ici ou ailleurs, je ne sais pas. Alors, pour convaincre les juges, là, c'était pas facile. Bon, tout était parti. Comment dirais-je, la police, l'OPJ, a transmis le dossier au parquet avec prévenu en détention, tout ça, comme quoi on a pratiqué un avortement qui n'est pas autorisé. Bon, il n'était même pas au courant de l'avortement sécurisé prévu par le protocole de Maputo. Vous voyez un peu ça? Alors, il fallait en pleine audience comme ça, là, il y a eu des tollés. Il y avait des avocats qui étaient déjà au courant de l'existence du protocole de Maputo. Ils ont essayé de défendre le client pour dire non, là, l'autre client a pratiqué un avortement sécurisé. Voilà les preuves, voilà, tout ça. C'était dans une structure reconnue officiellement. Et puis, le professionnel de santé lui-même, notre client, a suivi la formation. Quant à ce, voilà un peu son certificat de participation à la formation. Vous voyez que c'était compliqué. Alors, il fallait, comment dirais-je, trouver une porte de sortie là pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver, comment dirais-je, essayer de sauver. Oui, parce que là, le magistrat doit maintenant justifier, motiver sa décision. Oui, comme il y avait déjà des éléments là-bas au dossier, le client de ces avocats était purement et simplement quitté. Un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Notre souhait que tout le monde soit au courant de cela. Nous avons un adage qui dit que tout le monde est censé connaître la loi. Mais le problème qu'il y a, c'est cela. Quand nous arrivons dans des coins reculés, on vous pose la question, est-ce que vous êtes au courant de l'existence du protocole de Maputo ou non? Ça, on n'a jamais vu. C'est quoi? Est-ce que la capitale de Mozambique vient faire ici? Donc, c'est très compliqué. Alors, nous sommes là pour sensibiliser. Donc, le travail est encore grand, oui, le travail est immense. C'est-à-dire qu'on n'a pas
été dans toutes les provinces pour pouvoir sensibiliser. Il faut encore le faire et le travail continue. C'est un peu ça notre souhait. Donc, nous travaillons en synergie en faveur de la promotion et de la protection des droits sexuels et reproductifs de la femme à travers la révision des lois dont les dispositions ne sont pas encore toujours en harmonie avec le prescrit de l'article 14 du protocole de Maputo, afin de les rendre effectives, n'est-ce pas, au profit des femmes éligibles aux avortements sécurisés. Donc, ce n'est pas toutes les femmes. Les femmes qui sont éligibles, c'est qu'il y a des conditions. C'est-à-dire, c'est comme une sorte d'élection, hein, qui peut être élu, qui ne peut pas être élu. Donc, les femmes éligibles, n'est-ce pas, aux avortements sécurisés et aux méthodes contraceptives. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Nous parlons de l'avortement sécurisé. C'est dans ce contexte, n'est-ce pas, Madame Chantal, que les professionnels de santé et les femmes seront protégés comme l'insécurité juridique dans laquelle ils vivent pendant 7 ans. Nous disons que c'est pendant 7 ans, après la publication du protocole au journal officiel. Ça fait déjà 7 ans que les femmes et les professionnels de santé vivent, n'est-ce pas, dans une insécurité juridique. Il faudrait corriger. C'est ça un peu le but pour lequel nous sommes en train de mener des plaidoyers pour que les dispositions du protocole de Maputo soient intégrées, n'est-ce pas, dans nos endroits internes. Voilà, parce que très souvent, les praticiens du droit, lorsque ce n'est pas repris par le code pénal, ils vous disent, mais ça vous avez inventé. Le droit loge dans les détails. Voilà. Donc, on va vous chercher, on va vous chercher des excuses justement pour vous incriminer. Exactement. Alors ils disent, non, comme ce n'est pas écrit, ce que vous venez avec ça d'ailleurs, non, on ne peut pas accepter. Nous en tenons à ce que le code pénal dit. Or, le code pénal, c'est lacunaire. Il est encore en retard, en quelque sorte. Donc, il faut le modifier pour l'adapter au protocole de Maputo. C'est ça, Madame Chantal. Votre mot de la fin? Bon, le mot de la fin, c'est de remercier Congo 26 de nous avoir reçus dans son studio ici, n'est-ce pas, pour parler de l'avortement sécurisé. Nous pensons qu'au travers de cette télévision, l'opinion publique, même notre communauté, n'est-ce pas, qui se pose beaucoup de questions, a trouvé, n'est-ce pas, un commencement de réponse. Même si c'est déjà quelque chose, ça peut aider la population, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, faire véhiculer le message ailleurs. Là où on ne connaît pas le protocole de Maputo, on peut parler, n'est-ce pas, à ceux qui ne connaissent pas le protocole de Maputo, juste donner l'information. Et si la communauté, n'est-ce pas, peut voudrait avoir des précisions, tout ça, ou des informations, on n'a qu'à chercher le remap par le canal de Congo Web, à partir de Congo 26, à partir de Congo 26, on peut leur donner l'adresse et tout ça pour pouvoir nous atteindre et avoir l'information en ce qui concerne l'avortement sécurisé. Comment la femme qui a été rendue grosse par les membres de famille peut-elle être éligible à l'avortement sécurisé? Ou encore la femme qui est malade, depuis qu'elle est tombée enceinte, elle est toujours malade, comment on peut la sauver? Donc, pour essayer de diminuer les avortements clandestins ou criminels, parce que les avortements criminels clandestins ne sont pas connus. Tandis qu'avec l'avortement... on peut les retracer, et puis on peut bien on peut faire des statistiques quant à ceux et améliorer le service. Et donc, c'est bénéfique pour la communauté et pour la société tout entière. C'est ça, Madame Chantal. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude. Je rappelle que vous êtes membre du REMAP, le réseau des magistrats engagés pour la promotion du protocole de Maputo, essentiellement dans son article 14, qui promeut les droits des femmes, les droits sexuels et reproductifs, et qui met un accent sur l'avortement sécurisé. Mesdames et messieurs, au cours de cette émission, je pense que vous avez eu à comprendre quelque chose par rapport à cette information, par rapport à cette position que le REMAP, avec d'autres structures, ont prise sur l'avortement sécurisé, qui est à dissocier avec l'avortement clandestin ou l'avortement criminel, qui lui demeure punissable par les lois de la République. Et l'objectif du REMAP et les autres structures, c'est justement d'arriver à uniformiser les textes que la RDC a eu à ratifier sur les plans internationaux et les rendre uniformes avec les lois nationales en prenant une loi sur la santé publique qui soit conforme aux instruments juridiques dûment ratifiés par la République. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous recevoir, de pouvoir vous présenter cette émission Écho du Palais.
Merci à vous tous qui nous suivez à Kinshasa et partout ailleurs. Nous prenons rendez-vous avec vous prochainement avec le même plaisir. Au revoir.